Bonjour à tous. J'ai le redoutable honneur de commencer la série d'exposés, en plus avec très peu de temps pour expliquer quelque chose de très étendu. Alors, simplement, plutôt que de parler d'état de la science, on ne peut pas dire que, et je fais appel à tout ce que vous savez depuis la classe de 6e, voire avant, sur la reproduction, pour plutôt parler des pratiques et vous mettre dans le bain de ce qui se fait et ce qui est possible. Alors, tu passeras les diapositives. Oui, merci. Sur la diapositive, je vous montre... je voudrais rappeler un principe quand même relativement important, c'est-à-dire que l'assistance médicale à la procréation, dont je vous ai mis la définition, mais je suis sûr que vous la connaissez tous, mais c'est quand même important de remettre bien le cadre, que l'assistance médicale à la procréation est un traitement efficace de l'infertilité. Un traitement efficace, ça veut dire qu'il existe des gens qui ne pourraient pas avoir d'enfants sans cette assistance médicale à la procréation. Ça, c'est une chose absolument certaine dans à peu près, disons, 50% des cas. Et dans 50 autres %, ce sera une aide, comme le titre l'indique, c'est-à-dire que la définition de la fertilité, c'est, il faut se le rappeler, c'est essayer d'avoir un enfant dans un temps donné. On peut toujours dire, oui, peut-être en essayant d'avoir, en faisant appel au temps, on pourrait espérer avoir un enfant, mais il se trouve que la vie est limitée dans le temps et que les gens souhaitent avoir, durant une période donnée, vous allez voir que ça a des répercussions juridiques, avoir un enfant. Donc la médecine va servir à raccourcir ce temps nécessaire pour avoir un enfant. Donc c'est pour ça que quelquefois, des gens s'étonneront de voir que des couples inscrits sur des listes d'attente pour participer à une assistance médicale à la procréation se retrouvent avec un enfant. Et c'est très important parce que, pour l'image de l'assistance médicale à la procréation, ça donne une ambiguïté qui est souvent due au fait qu'on n'a pas bien compris les buts exactement de cette assistance médicale à la procréation. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'on se retrouve devant des techniques, si vous voulez, qui ne sont pas complètement anodines. C'est-à-dire que lorsque vous vous orientez vers une assistance médicale à la procréation, c'est un parcours difficile, et surtout si on est dans un cadre d'infertilité, on est dans un contexte d'échec. Vous allez voir que tout à l'heure, il peut y avoir un autre contexte qui consiste à faire un choix autre, et à ce moment-là, on n'est plus du tout dans la même perspective. La troisième chose aussi qui est importante, c'est que l'assistance médicale à la procréation, je vous ai mis, est un traitement. Mais c'est un traitement palliatif. Ça donne un enfant, mais ça ne traite pas l'infertilité. Ça ne redonne pas la liberté de concevoir. Et ceci aussi est très important. Ça pallie la fertilité et ça ne doit pas se substituer à toutes les mesures curatives de l'infertilité qui pourraient redonner l'autonomie au couple pour avoir un enfant. Alors, voilà planté grossièrement le décor. Alors, sur la diapo suivante, je voudrais vous montrer, là aussi, vous donner un deuxième message qui consiste à dire, écoutez, lorsque l'assistance médicale à la procréation s'est développée, on s'est aperçu qu'il y avait deux routes importantes. Le traitement, oui, le choix était de considérer l'assistance médicale à la procréation comme un traitement de la fertilité. Un traitement, donc ce contexte de prendre en charge un trouble, une maladie, et considérer l'infertilité comme une maladie. Ça vous paraît peut-être évident, et ce n'est pas si évident pour tout le monde, et beaucoup de gens peuvent dire que et vous rapprochez ça de ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que ce n'est pas forcément inéluctable, de dire, écoutez, c'est le sort qui fait que les choses sont comme ça. Or, si vous vous référez à l'individu, forcément, l'individu qui est en démarche d'assistance médicale à la procréation, c'est quelqu'un qui a déjà fait ce retour et qui considère que c'est un trouble, c'est une maladie, et s'il s'adresse à un médecin pour une assistance médicale à la procréation, ça veut bien dire qu'il est dans une démarche de maladie.
ça, c'est le premier contexte. Par rapport à cela, et vu la puissance, et vous avez bien vu, c'est le remarquable clip de Cédric, de dire, à côté de cette prise en charge, vous avez une deuxième option qui consiste à dire, écoutez, toutes ces techniques, et ça vous rappellera certaines de vos lectures, eh bien, ces techniques, ça permet de faire mieux que la nature. On est dans un nouveau mode de procréation, on transcende, on fait tout ce que l'on peut faire maintenant, et on sort de cette espèce de situation un peu ringard de faire des enfants avec deux personnes, un garçon, une fille, bon Dieu, et puis à partir de rapports sexuels, ce qui est relativement aussi un problème, parce que oui, c'est obligatoire a priori, et puis dans un contexte qu'on va appeler nous naturel, et que certaines personnes ne vont plus considérer comme naturel. Un exemple très simple, c'est-à-dire que un rapport sexuel, ça peut entraîner des risques, on prend plus de risques maintenant, donc on éviterait les rapports sexuels, on va éviter les maladies transmissibles sexuellement. Vous voyez, c'est formidable. Vous voyez, donc, ça, on est en dehors, on fait un saut et on va vers le nouveau mode de procréation. Alors, maintenant, sur le décor planté, quelle pratique en France? Il a fallu que je fasse un choix. Alors, je crois que, et vous êtes tous, enfin une grande part des personnes qui sont ici sont des personnes averties, ils ont bien compris que la situation française était quand même une situation particulière, dans le sens où on a un dispositif qui est très encadré, et en particulier sur le plan législatif, comme va nous en parler Frédéric tout à l'heure. Alors, je crois qu'il faut bien comprendre, et ça c'est fondamental, c'est que le dispositif français a pris l'option de considérer que l'AMP est un traitement. Ça a une conséquence, alors je passe très vite sur les conditions, vous comprenez bien pourquoi. Il faut un couple pour vérifier l'infertilité. S'il n'y a pas un garçon ou une fille, vous ne pouvez pas vérifier que l'un ou l'autre est pas fécond. La deuxième chose, il faut du temps. Bah oui, il faut les faire qui se sautent dessus pendant un petit peu de temps. Et puis, etc., etc. Il faut une infécondité, en fait, prouvée. Alors ça, c'est une option, c'est écrit dans la loi. Alors, on se dit, bon, ça a été pensé très profondément, donc l'option, elle est très, très profonde. Et elle a une deuxième conséquence sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que grâce à ça, nous sommes le seul pays au monde, ou je crois pratiquement le seul, en tout cas à 100%, où les traitements d'AMP sont pris en charge par la solidarité nationale, puisqu'ils sont remboursés à 100% par la sécurité sociale. Alors bien sûr, je vais entendre la contestation, il y a certains... Non, oui, il y a certains des gens qui font des dépassements, mais vous pouvez actuellement aller dans un centre et vous n'avez rien à débourser pour avoir une assistance médicale à la procréation à partir du moment où on est dans le cadre légal, bien entendu. Donc le choix français, et je crois que c'est important, est un traitement de l'infertilité ou prévention en matière de génétique ou en matière de transmission sanitaire de pathologie, mais on fait jouer la solidarité. La suivante, je voulais vous dire, malgré tous les espoirs, tous les développements sur lesquels je ne rentrerai pas, aucune assistance médicale à la procréation ne donne 100% d'enfants. Et je crois que c'est très important d'intégrer cela dans notre réflexion. Sur la diapositive, je voudrais vous montrer sur le schéma, voilà. Alors, il y a une série de diapositives, je ne vais pas toutes vous les passer. Tu as 10 minutes encore. Hein. Oui, justement, je me dépêche. Voilà, je vous montre un exemple où vous avez ici 8 tentatives de fécondation in vitro, et vous voyez que le plafond, on atteint 70% en fonction de l'âge, on obtient 70% de chances d'avoir un enfant. Et ça, c'est une indication où la femme ne peut pas se passer d'assistance médicale à la procréation. Et on pourrait multiplier les tentatives, on n'y arrive pas. La suivante vous montre, pour d'autres indications, vous voyez, ici, c'est une indication masculine. La suivante est plus intéressante encore, parce que là, il s'agit d'un sperme de donneur. Et vous voyez que là aussi, on obtient toujours un espèce de plafond à 70%. Alors, les suivantes, tu les passes assez vite, je crois que c'est pas la peine. Voilà, juste celle-ci, pour vous montrer que là, on est dans une indication où on n'a aucune idée
pourquoi les gens ne sont pas féconds. Et vous voyez on atteint un plafond à chaque fois. La suivante. Alors, vous voyez, il faut intégrer absolument cette notion de savoir que l'on est dans une situation de ne pas avoir une réussite à chaque fois. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que la demande est stable en France. Là, sur cette diapositive, vous voyez que depuis plusieurs années, et depuis que l'on peut enregistrer de manière exhaustive, on retrouve ces chiffres, vous voyez que dans le cas d'assistance médicale à la procréation, fécondation in vitro et insémination, on a une stabilité de la demande. Il n'y a pas plus d'augmentation, ce qui prouve bien que le système français s'intéresse bien à la pathologie et qu'on a à peu près atteint tout le monde. Les améliorations, elles vont se faire, la suivante, essentiellement sur des problèmes d'environnement, c'est-à-dire d'information, de diminution des grossesses multiples, des risques pour les patients, etc. On n'est plus dans une augmentation quantitative de recherche, de faire bénéficier les gens d'assistance médicale à la procréation. On est là dans une recherche essentiellement qualitative. Qu'est-ce qui se passe dans le monde entier? La suivante. Alors, il faut savoir que la France se situe à peu près dans la moyenne des pays développés en matière de quantité d'assistance médicale à la procréation pour ces traitements. Enfin, pour ces traitements, je le mets entre guillemets. La suivante, je vous ai recopié là, et vous regardez ce qui se passe au Danemark, en France, je vous ai mis 4 pays. Et vous voyez qu'au Danemark, mais rappelez-vous, pour une population de 5 millions de personnes, on a 3,9% d'enfants qui sont nés d'assistance médicale à la procréation. En Allemagne, où vous avez une population de 82 millions de personnes, vous avez 2,6% des enfants qui sont issus d'assistance médicale à la procréation. En Angleterre, on est à 1,5%, et en France, on est à 1,5%. Ces chiffres sont des fiches de fécondation in vitro, donc c'est une seule des techniques, donc ce n'est pas, il faut rajouter à peu près 1% si vous rajoutez les techniques d'insémination. Donc vous voyez qu'on est à peu près dans la moyenne européenne des pays développés, en sachant que lorsque on a une autre option, et retenez ce chiffre, on a d'autres... quand on a d'autres options, on a d'autres chiffres, on va en reparler tout à l'heure. La suivante, la plupart des pays avec lesquels nous discutons sont de plus en plus orientés vers un esprit anglo-saxon qui consiste à dire le choix individuel de la personne est plus important, et c'est ce qu'on appellera le choix libéral, est plus important que la prise en charge de la fertilité. Et je crois que là aussi c'est une notion très importante parce que on sort d'un contexte, si vous voulez, médicalisé, avec un contexte de remboursement, et on arrive dans une initiative individuelle de recours à la procréation, ce qui fait se développer, comme vous l'a montré le clip, toute la notion de business procréatique que l'on voit apparaître partout, et en particulier, ce qui est important, la suivante, l'utilisation, pour des raisons d'efficacité, de plus en plus important aux gamètes de donneurs. Et ça, c'est encore quelque chose d'important. De considérer en France que l'on privilégie le couple et qu'on utilise les gamètes des donneurs que lorsqu'on n'arrive plus à utiliser les gamètes du couple, ceci est encore une option. Si on remplace, et si on considère que vos gamètes sont pas bons, on va vous remplacer ça par des gamètes de gens de Superman ou de Superwoman, comme vous avez vu sur le clip, et à ce moment-là, bien sûr, vous aurez d'autres résultats. Ce qui explique que les résultats qui sont affichés, en particulier sur Internet, ne correspondent absolument pas à ce que vous pouvez constater sur les bilans publiés, même par l'Agence de la biomédecine, sur lesquels beaucoup de personnes s'interrogent en disant « mais pourquoi ils sont si mauvais par rapport à Internet ?» Écoutez, vous avez compris déjà au moins une petite explication.
Voilà. Alors, ça donne aussi des techniques et des moyens de développer l'assistance médicale à la procréation, des moyens qui peuvent être critiquables. Je vous ai parlé en Espagne du fait que quand on ne peut pas payer sa technique de fécondation in vitro, on vous propose de vendre la moitié, je le dis de manière provocante, de vendre la moitié de votre cohorte d'ovocytes pour être confié à une donneuse, de manière à avoir une tentative de fécondation in vitro gratuite pour vous. C'est ce qu'on appelle le partage d'œufs, si vous voulez, et qui permet d'avoir tous les systèmes, vous pouvez imaginer tous les systèmes économiques pour pouvoir développer ce type de business procréatique. Alors, la suivante. Alors, je pense qu'il y a des questions qui restent non traitées, et je crois que pour ne pas être trop ringard, et si vous voulez accepter la mondialisation, si vous voulez accepter le fait que d'autres gens peuvent avoir d'autres systèmes, restent quand même des questions qu'il faut absolument traiter et aborder. Il y a le problème de la qualité et des risques, de la possibilité que l'on ait et que l'on traitera qu'on peut traiter de manière technique. Et puis vous avez des choses plus importantes et quelque chose que l'on vit, nous, en tant que médecins. Par exemple, c'est la responsabilité que l'on prend, par exemple, à faire une stimulation pour une donneuse qui va partir à l'étranger, ou une stimulation pour quelqu'un qui va bénéficier d'un don. Je prends un exemple, je pense que je n'aurai pas le temps de vous traiter la dernière diapositive, mais qui vous montre le rôle de l'âge et qui permet d'avoir... qui vous permet de moduler l'activité, les résultats en fonction de l'âge. Et l'âge joue un rôle important autant chez l'homme que chez la femme, et ceci donne une responsabilité lorsque vous dépassez un âge donné et que vous permettez un enfant à des gens qui peuvent avoir un risque sur la grossesse ou sur les conditions dans lesquelles va se dérouler cette grossesse. Alors, la transparence des résultats, très important. Je vous assure, c'est impossible à connaître actuellement avec la publicité qui existe. Et puis, faut pas oublier non plus le rôle que peut avoir le remboursement dans le développement et l'accès aux soins. À partir du moment, il faut pas oublier que quelquefois, et je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'assistance médicale à la procréation est un traitement de l'infertilité, que le jour où il y aura plus d'accès, il y aura plus d'accès à ces traitements. Alors, juste la dernière, pour vous montrer, vous voyez que c'est plus des problèmes, disons, les objets c'est plutôt les conséquences et l'environnement sociétal que la technique en elle-même qui doit être discutée. Et la suivante, c'est ça que je voulais vous montrer, juste une minute pour vous dire que quand vous êtes en insuffisance ovarienne ou en insuffisance spermatique, je vous rappelle que l'ovaire c'est chez la femme, le sperme c'est chez le monsieur. Donc j'ai rétabli l'égalité des sexes. Et vous prenez l'âge. Et vous pouvez décliner tout ça. Et vous verrez que les problèmes sont les mêmes. C'est-à-dire que, oui, on peut remplacer à partir d'un certain âge, à 30 ans, si vous êtes en insuffisance ovarienne, ça pose aucun problème. Vous considérez que c'est anormal. Est-ce qu'à 45 ans, c'est normal? Et est-ce qu'à 60 ans, c'est normal? Alors, à 60 ans, vous dites, ben oui, quand même, les ovaires ne fonctionnent plus. D'ailleurs, les spermatozoïdes non plus sont plus terribles à 60 ans. Donc, on est bien dans un cadre hors nature. Et puis au milieu, vous avez toute cette frange de gens qui se posent des questions. Est-ce que là, on est dans la pathologie ou est-ce qu'on est dans le choix sociétal? Et c'est là que se retrouve la difficulté. Alors la suivante, c'est juste pour vous remercier tous, parce que je crois que cette discussion et votre présence, eh bien, ça correspond au fait que, vous voyez, on est dans un contexte que l'on ne maîtrise pas, que l'ensemble, de mon point de vue, garde sa pertinence à condition qu'on sache ce que l'on veut en faire. En revanche, les choix et l'utilisation qu'on va en faire, ce n'est plus du domaine uniquement médical, mais ça correspond bien à des choix que l'on doit avoir, des choix partagés, en particulier dans des colloques ou dans des réunions de ce type. Merci de votre attention.